Bonjour à toutes et à tous, merci d'avoir bravé les intempéries pour être là, bravé le réveil matinal en ce samedi des amphis pour être là aujourd'hui. Et merci à nos intervenantes et à nos intervenants d'être également présents. Je suis Martin Mendiara, je co-anime avec Colline Bourret le groupe thématique Culture de la France Insoumise qui organise cette conférence. Ça nous a paru important dans le temps politique dans lequel on est, où les digues entre la droite et l'extrême droite s'abattent de plus en plus, et dans une tendance dans laquelle s'engouffre également le gouvernement et sa minorité à l'Assemblée, et que dans ce contexte-là, on voit également se multiplier une multitude d'attaques frontales sous diverses formes, portées par ces différentes tendances de ce qu'on peut, de ces gens qui se nomment l'arc républicain, qui va de Renaissance à l'extrême droite, différentes attaques sur lesquelles on va revenir, que ce soit de la part d'élus dans des collectivités locales ou de milices d'extrême droite qui s'en prennent à des spectacles ou à des concerts. Et il nous a semblé important à ces amphis de pouvoir essayer de comprendre ce qui se passe, d'analyser ces phénomènes, de voir s'ils sont liés ou non, s'ils sont liés à un projet politique plus large, et surtout d'organiser et de réfléchir à comment composer une résistance à ces tendances-là et imaginer des horizons plus désirables. Je n'en dis pas plus, je vous remercie encore une fois, je remercie nos intervenantes et nos intervenants, et je passe la parole à Sarah Legrain. Merci beaucoup Martin du groupe thématique culture qui fait un énorme boulot. Je me présente donc Sarah Legrain, députée de Paris. Je suis membre, même vice-présidente, ça signifie pas grand-chose dans la Macronie, de la commission des affaires culturelles et l'éducation. Je suis dans l'opposition, c'est surtout ça qu'ils ont compris. Et donc un peu en charge, même pas mal en charge des questions d'art et de culture au sein de la France Insoumise. Et j'ai donc le très grand plaisir d'avoir à mes côtés Joris Mathieu, qui est directeur du théâtre Nouvelle Génération à Lyon, metteur en scène, membre du bureau du Syndéac, et qui a bien des choses à nous dire sur la dernière séquence. Antoine Galvani, musicien, secrétaire national du SNAM-CGT, qui est membre du bureau de la CGT Spectacle. Axel Ropert, qui est... Alors, Robert ou Robert? Je règle la question une fois pour toutes. Robert. Moi, je disais Robert aussi, mais je... Alors, réalisatrice, scénariste et membre du bureau de la SRF, de la Société des réalisatrices et réalisateurs de films. Et Olivier Neveu, professeur en histoire et esthétique au théâtre, esthétique du théâtre, à l'ENS Lyon, auteur notamment de Contre le théâtre politique, un titre bien polémique. Et d'ailleurs, on suit sa lignée puisqu'on a choisi pour cette conférence a un titre un peu spécial, quoi. Pourquoi détestent-ils les artistes ? Après réflexion sur la façon de nommer ce temps d'échange, ce choix d'un « il » qui ne dit pas vraiment ce qu'il recouvre, qui est peut-être un peu complotiste, qui recouvre peut-être la météo d'ailleurs aujourd'hui finalement, parce qu'on ne semble pas gâté par les éléments pour notre conférence. Mais c'était un peu volontaire, justement, de ce flou-là, de se dire qu'il y a en fait en ce moment des attaques croisées, peut-être des attaques articulées aussi, des attaques qui ont des liens entre elles, contre les artistes, contre les arts, contre les œuvres, et qu'il y a quelque chose peut-être de différent. L'année dernière, on avait fait... des conférences aussi sur la culture et les arts, etc. Mais d'année en année, là, cette année, on a aussi le sentiment que quelque chose de particulier a émergé. Alors évidemment, ça fait des années qu'on dit qu'on est dans un climat d'austérité, de désagrégation de l'action publique, et qui évidemment touche au cœur le service public des arts et de la culture. On a vécu la séquence Covid, on est maintenant dans une prolongation de la crise avec une séquence inflation. Donc ça, c'est des sujets, je pense, dont on va parler, qui est finalement un contexte global qui met en difficulté une activité dont on ne sait jamais trop si elle est si essentielle que ça aux yeux de ceux des pouvoirs publics qui auraient la possibilité
de la maintenir en vie ou non. Mais dans ce contexte-là, d'un affaiblissement en fait, général des moyens de la culture, d'un essoufflement des arts et des moyens des arts et de la culture, il y a aussi des attaques à la fois très matérielles et très brutales, physiques même parfois, et qui sont articulées à des idéologies également très fortes. Voilà. Et donc c'est pas simplement, disons, la situation, le néolibéralisme, la crise de l'inflation, mais il y a là un discours sur l'art finalement, et sur l'art et la culture qui est peut-être en train de revenir, des pratiques envers les arts et la culture qui sont en train d'émerger, et face auxquelles, je crois, on peut ensemble chercher aussi des contre-offensives, quoi. Donc la question, c'est celle des offensives contre les arts et la culture. Alors évidemment, la première entité qui est derrière ce c'est l'extrême droite à laquelle on pense. Mais cette extrême droite, on a bien compris que maintenant, elle appartenait à un arc réactionnaire dont on se demande parfois jusqu'où il va. Et donc, si je prends des exemples, c'est une extrême droite qui va s'organiser en milice, qui va permettre l'annulation de spectacles depuis Carnac jusqu'à Metz, en étant organisée en milice, qui va s'en prendre à l'œuvre de Myriam Khan, à la fois par des discours à l'Assemblée nationale, d'un rassemblement national qui interpelle la ministre sur le sujet, mais c'est aussi quelqu'un qui va venir s'en prendre à une œuvre matériellement. Mais bon, si on creuse cet arc réactionnaire, c'est aussi la tentation de l'ingérence vis-à-vis de structures qui sont dans des endroits où l'extrême droite a le pouvoir. Donc on pense à ce qui se passe à Perpignan, la volonté de Louis Alliot de se mêler, qui doit diriger la structure. Mais quand on voit ça, on se dit en même temps, il y a aussi des soucis à Calais. Et à Calais, c'est pas le même parti politique. C'est une mère macroniste qui met en difficulté notre ami Francis Peduzzi. Donc on se dit, cette question d'ingérence sur les structures, elle est un peu partout. Puis bien sûr, il y a ce qui se produit dans cette région du coup un peu laboratoire, là, Rhône-Alpes, et où là, on a un processus que tu vas nous décrire, mais qui est hyper intéressant à analyser, parce qu'on a une politique culturelle qui est mise en œuvre, non pas une absence de politique culturelle, mais une certaine vision de la politique culturelle qui est mise en œuvre, avec les moyens de la région, parce que vous savez que c'est la compétence de la région, une intention de transformer la culture et les arts en quelque chose. On va essayer d'analyser ce truc ensemble. Puis du fouillisation, roman national, je sais quoi, mais c'est une forme d'offensive sur ce que c'est que l'art, ce que sont que les arts et les artistes. On va en reparler. Mais il y a une résistance à ça, des voix qui se lèvent, qui disent cette politique, ça ne va pas. Et puis, une réaction, puisque c'est ça, plus de moyens, plus de subventions. Et donc face à ces attaques, globalement, d'un arc réactionnaire, on a un questionnement sur la réaction du pouvoir. D'abord, en plus, oui, je voulais rajouter cet élément-là, c'est qu'on a quand même tout récemment aussi la question de la façon dont a été traité le sujet Made in ces derniers temps, qui a montré une espèce de porosité, parce qu'on sait d'où viennent les attaques depuis le début. Et au bout d'un moment, on ne sait plus où ça va s'arrêter, cet arc réactionnaire qui se croit républicain. Quand il y a comme ça des attaques des milices d'extrême droite, quand même, souvent, on a un tweet de la ministre qui dit « Ah non, faut pas faire ça ». Et puis derrière, on a un préfet qui dit « Ah, risque de trouble à l'ordre public, on interdit ». Et moi, je trouve que ce sujet est particulièrement intéressant parce que du coup, je pense qu'aujourd'hui, en parlant, et ça va être un des sujets, je pense, de nos réflexions, c'est que je suis convaincue que quand on parle de l'offensive qui a lieu actuellement contre les arts et les artistes, il y a un parallèle et une articulation à faire avec l'offensive contre les libertés publiques, parce que l'offensive contre la liberté de création, elle est jamais loin
jamais juste un parallèle avec l'offensive contre les libertés démocratiques. Et je trouve que cette histoire d'annulation, par exemple, on en reparlera, ce réflexe de se dire il y a un risque de trouble à l'ordre public, alors on va annuler, exactement comme pour les manifestations, vous remarquerez, ce choix finalement de s'en prendre à la liberté plutôt que de garantir ces conditions de possibilité. Voilà, je pose ça là aussi, mais je pense que ça fait partie des sujets. Et puis la ministre, elle ne fait pas que faire des tweets et puis quand même après laisser les préfets interdire des manifestations. Elle s'est aussi illustrée par des prises de parole quand même ces derniers mois qui ont un petit peu saisi, quoi, et qu'on doit, je pense, prendre tout à fait au sérieux. D'abord au Molière, où elle a traité avec le plus grand mépris tes camarades, syndicalistes CGT, qui faisait état de l'état de détresse, de précarisation du monde du spectacle notamment, lié à la crise économique, la crise de l'inflation, après la crise Covid. Et la réponse de la ministre, en somme, a été de dire « mais vous êtes des enfants gâtés, c'est pas possible, on vous a donné plein d'argent. On a distribué plein d'argent au moment du Covid. » Avec ce moment, en fait, incroyable, hein, où en plus la ministre a été, on en reparlera peut-être, hein, mais saluée comme ayant eu le courage de se lever dans cette salle pour parler, bon, alors qu'il y avait quand même peut-être un effet de mise en scène assez visible, quoi, et qu'elle était du haut de son autorité en train de dire « mais enfin, comment osez-vous » quoi. Et puis il y a eu ce moment de la Palme d'Or, voilà, et peut-être c'est quelque chose, évidemment, qu'on attend d'avoir ton regard là-dessus, et où là, finalement, de façon un petit peu similaire, hein, peut-être pas aussi brutale, mais de la même façon que toi, tu as dit, là, il y a quelque chose qui ne va pas, en fait, dans la politique culturelle en Auvergne-Rhône-Alpes, et puis qu'on te répond, si c'est ça, quick, en gros. Là, il y a quand même eu un réflexe un peu... vous avez la première... voilà, vous avez une palme d'or féminine, une fierté, le pays dans un état de fierté, évidemment. Et puis elle dit, c'est d'autant plus important pour moi que je pense qu'il y a un danger là qui pèse sur le cinéma français, sur l'exception culturelle française. Il y a un phénomène de marchandisation. Et puis en fait, on a cette réaction un peu hallucinante, cet autre tweet de la ministre, et qui assez vite en fait parle d'ingratitude, de formules plus ou moins comme ça, se dit estomaqué, etc. Et puis après va expliquer, en plus de façon un peu étonnante, du point de vue du financement, de la réalité du financement et du fonctionnement du CNC, et aussi de ce modèle redistributif et indépendant dont on parlera peut-être, et qui est peut-être en cours de dévoiement, mais... Et elle explique que là encore, c'est comme si on avait versé des millions, et que c'était quand même incroyable d'être aussi ingrate, quoi. Et je crois que ça marque quelque chose. Ça marque quelque chose de décisif dans le rapport du politique aux arts. C'est pas nouveau. Et je crois que Olivier Neveu nous aidera à le penser, parce que c'est pas nouveau que la politique, que les arts soient perçus comme au service de la politique, instrumentalisés, bien sûr, qu'il y ait des arts dédiés à la glorification des régimes, qu'il y ait des... voilà, je veux dire, c'est vieux comme le monde. Mais par contre, cette façon, en fait... de passer aussi par la question du financement, des modes de financement, etc., par la question de la marchandisation, et avec les offensives conjuguées d'une idéologie d'extrême droite, met en péril la notion même de liberté de création, quoi. Et donc c'est là-dessus que je voulais terminer, et après on laisser la parole pour un premier temps sur les constats, et puis un deuxième temps sur les perspectives ensemble. Mais je m'interrogeais sur la figure de l'artiste. Est-ce que l'artiste n'est pas en train de disparaître comme figure Alors, je ne parle pas de figure à sacraliser, mais quand votre seule politique culturelle sur 2 quinquennats, c'est le pass culture qui met des individus en contact avec une plateforme et derrière des contenus, ce n'est même plus des œuvres, et que c'est un transfert massif de fonds publics vers les industries culturelles. Où est passé l'artiste dans tout ça ? Où est passée la surprise esthétique aussi que crée l'art ? Et puis quand
quand voilà, on a une extrême droite qui pense quelque part que les arts sont au service d'un roman univoque, d'un récit univoque sur l'identité, et que la culture est une assignation en fait à des racines, à quelque chose d'ancien et de dépassé, peut-être que c'est vraiment l'antithèse même de ce que l'art crée comme surprise. Et autre façon, peut-être on l'élaborera aussi, autre façon de traiter l'artiste, c'est peut-être de lui demander, dans un moment où la société est dans une situation totalement explosive, au moment où on a supprimé progressivement les travailleurs sociaux, les services publics, tout ce qui faisait tenir, au moment où on a mis les quartiers populaires à bout de souffle, de demander aux artistes d'être ceux qui calment le jeu, quoi. Un peu comme on a dit aussi aux mamans des quartiers populaires, appelez vos gosses au calme et gardez-les à la maison. Et on a aussi des artistes qui ont eu des expressions récemment pour dire non, nous on est des artistes des quartiers populaires, mais on ne prendra pas ce rôle-là. Donc c'est à tout ça que je voudrais qu'on réfléchisse ensemble. Je vais dans un premier temps vous inviter à faire un constat. Alors je reprends l'ordre qu'on avait dit, mais il me semblait qu'on commençait par Joris Mathieu pour qu'il nous raconte tout ce qui s'est passé en aura. Et puis... Merci. Beaucoup de sujets en un, et donc là effectivement je vais essayer de me centrer, même si en t'écoutant sur cette introduction, ça donne envie de réagir sur beaucoup de points, et en particulier celui-ci qu'on abordera peut-être dans la deuxième partie de notre rencontre, mais qui est cette question de la bataille des imaginaires et la bataille des récits, qui en fait semble être un peu au cœur de tout, d'après ce que je ressens, constate à mon niveau, et avec une ambiguïté, une absence de définition, de partage des rôles et des tâches parfois entre le politique et l'artiste, et avec parfois des injonctions extrêmement contradictoires qui peuvent exister, et des attentes qui ne sont pas celles que l'on devrait placer sur les artistes de la part du politique par ailleurs. Alors évidemment, je vais me centrer quelques instants sur la situation en Auvergne-Rhône-Alpes. Oui, le théâtre Nouvelle Génération a été sanctionné en se voyant retirer l'intégralité de ses subventions par l'exécutif régional. Et simplement pour le resituer, cette sanction, dans un premier temps, elle est moins liée, je dirais, au projet de la structure, moins liée même à l'orientation que je peux donner moi à ce projet, mais plus directement en représailles d'une liberté de parole syndicale, puisqu'en tant que membre du bureau national du Syndéac, un des syndicats représentatifs de la profession, après plus d'un an de très très grande conflictualité avec la région par l'ensemble des professionnels avec l'ensemble des professionnels du secteur, j'ai sorti une analyse dénonçant la culture de la peur qui gouvernait en Auvergne-Rhône-Alpes, et qui, entre autres, et c'est quelque chose finalement qui a été peu relevé, formulait l'hypothèse qu'au-delà de la culture, c'était quelque chose de beaucoup plus vaste auquel s'attaquait le président de région, et que la culture était un territoire d'expérimentation pour lui, de la recherche d'autonomie de son pouvoir et de l'expression de son autorité. Il pouvait se servir de la culture pour voir jusqu'à quel point il pouvait avancer en solo, sans concertation avec les autres collectivités, que ce soit l'État, que ce soit les municipalités. Et finalement, on voit bien que rien ne résiste à ça. Il n'y a rien qui arrive à faire barrage. Oui, on peut voir des réactions apparaître, il peut y avoir des préoccupations énoncées, même par la ministre, qui est allée quand même assez loin sur ce sujet-là, en qualifiant de néopopulisme cet exécutif. Mais il n'empêche que la culture, pour revenir à notre sujet, c'est pourquoi déteste-t-il la culture ? Je ne suis pas sûr que les prémices
de son action soit un combat contre la culture, mais plutôt un questionnement plus large de comment faire vaciller les institutions aujourd'hui, parce qu'en créant le désordre, il pourrait renforcer sa carrure autoritaire et incarner ce qu'il prétend ou entend peut-être que les gens attendent dans ce pays, c'est-à-dire des figures capables d'incarner l'autorité et de rétablir l'ordre dans un espace politique et social où tout foutrait le camp. Voilà. La culture devient alors un symptôme d'autre chose, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une vision, par ailleurs, portée sur la culture par cet exécutif. Donc ça, c'est un premier point. Ce qui est assez sans précédent en ce qui concerne le TNG, c'est que cette sanction, elle a été assumée comme étant liée à une liberté de parole syndicale, à l'expression d'une critique politique. C'est inédit que ça soit formulé. C'est pas inédit que ça se pratique. Entendons bien la nuance. D'autres organisations, associations, structures culturelles de ce territoire ont été victimes de coups pour des raisons également politiques, mais ça n'a pas été avancé comme un motif. Ce qui nous conduira d'ailleurs, et peut-être j'aurai l'occasion d'en parler, mais à ce que ce qui se passe avec le théâtre Nouvelle Génération, et j'insiste là-dessus, on en a beaucoup parlé, mais ça ne doit pas être l'arbre qui cache la forêt. C'est simplement ce qui se passe avec le TNG va nous permettre peut-être d'aller sur le terrain juridique pour aller faire reconnaître le non-respect du droit en matière de subvention publique, puisqu'il est très clair qu'on ne peut pas refuser l'accès à la subvention pour des questions de positionnement idéologique ou syndicaux. Donc ça, c'était ma parenthèse. Après, sur les éléments de constat que je voudrais partager avec vous, et en essayant de pas monopoliser trop la parole, beaucoup de choses ont été dites. Oui, évidemment, il y a une question idéologique. Du côté de la région, c'est une volonté d'utiliser la culture comme outil de communication davantage que comme espace de soutien à la création artistique et à la libre création. Finalement, ce que fait Wauquiez, c'est que il retire progressivement ses billes de certaines structures, parfois en ciblant certaines qu'il considère particulièrement en désaccord avec sa politique. Mais globalement, ce qu'il fait, c'est qu'il retire de l'argent dans certaines structures en prétendant le réfléchir ou en tout cas concentrer ses moyens sur des événements dont il pourrait davantage revendiquer la propriété. Ce qui n'intéresse pas Laurent Wauquiez en tant que président de région, c'est d'être dans le cofinancement. Parce que le cofinancement ne permet pas de venir placer une plaque et un logo pour dire « c'est moi qui l'ai fait ». Même s'il se permet de le faire, puisque même en finançant, lorsque le TNG était encore financé à hauteur de 6% par la région, on nous obligeait à placer une plaque avec le fameux logo de la région. Mais finalement, ce qui l'intéresse, c'est plutôt d'aller cibler des événements, des choses dont il pourrait être à l'origine, pour avoir la reconnaissance. Tout à l'heure, on parlait de gratitude, de reconnaissance. C'est ce qu'il vise. La reconnaissance, l'affichage que les investissements d'une collectivité sont ses investissements à lui, et que donc les populations qui bénéficient de ces investissements lui doivent reconnaissance. La conséquence de tout ça, et ce qui est le plus grave, c'est ce constat qu'on peut faire de l'explosion, et ça pas seulement à l'échelle régionale, mais beaucoup plus largement, de cette histoire de la co-construction des politiques culturelles et de leur confinancement. Parce que historiquement, elles se fondent là-dessus. Un accord tacite entre des collectivités qui ne sont pas forcément dirigées par des couleurs politiques compatibles, mais qui s'accordent pour sanctuariser cet espace comme un espace co-construit qui sanctuarise la liberté de création. Et ça, c'est en train de voler en éclats. Ça a été facilité par certaines évolutions, certaines qui sont d'ordre politique. On a vu que dans d'autres cas, la loi séparatiste permettait l'intrusion plus forte du ministère de l'Intérieur dans des décisions qui devraient relever du champ culturel. On le voit aussi avec l'émergence de chartes de laïcité, de citoyenneté qui fleurissent en France.
et qui donc laisse penser que finalement la loi ne serait pas assez bien fondée à arbitrer ce qui reste dans le champ du légal et ce qui ne l'est pas. Et tout ça nous amène à une situation que je trouve particulièrement préoccupante, où tous les amalgames sont possibles, où un flou généralisé règne, et où finalement, ce qui est très inquiétant, c'est qu'on renvoie dos à dos des pratiques qui sont réactionnaires, qui veulent rétablir l'ordre moral, qui sont de l'ordre de la censure. On a évoqué les annulations de concerts du fait de groupuscules type Civitas et autres. Mais on le renvoie dos à dos dans un certain champ politique avec des expressions de mouvements militants, souvent qui essayent de faire entendre la voix de paroles minoritaires, qui parfois utilisent des modes d'expression, oui, un peu forts, mais qui, en aucune manière, ne peuvent être mis sur un plan d'égalité avec ces paroles réactionnaires. Militer, faire entendre sa voix pour accompagner une évolution progressiste de la société ne peut pas être mis dans le même panier que ceux qui prônent un retour à l'ordre moral. Et c'est ce champ-là, à mon avis, sur lequel on doit travailler et sur lequel on doit vraiment avoir un examen lucide aussi nous-mêmes dans nos pratiques, dans la manière dont on entretient nos relations, dont on fabrique le dialogue avec le champ politique large, pour que des contours se remettent là où un certain flou s'est installé qui a un danger imminent pour l'équilibre de notre société. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je donne la parole à Axel Ropers qui va nous reparler peut-être de cet épisode Justine Triet et de l'analyse que la SRF en fait. Alors, bonjour tout le monde. Pour ceux qui ne connaissent pas la SRF, la SRF, c'est la Société des réalisatrices et réalisateurs de films qui a été créée en 68. Ce n'est pas du tout un hasard. Elle a été créée en opposition avec le cinéma français de l'époque qui était extrêmement sclérosé, codifié, conservateur et qui était un peu la courroie de transmission de l'État. Et face à cet état de fait, la SRF a été créée. Il y avait beaucoup d'hommes au début, quasiment aucune femme. Et maintenant, on est assez fiers parce que je pense qu'on est une des rares associations d'envergure avec 60% de femmes au poste de commande. Voilà, ce qui n'est pas très, très fréquent dans les associations d'envergure. Alors, la SRF, c'est notre souci principal, c'est le cinéma. C'est pas du tout un syndicat. Voilà, c'est ni une corporation. On travaille très peu sur les questions de conditions de travail, de salaire, etc. Notre grand combat, c'est de défendre une certaine idée du cinéma. Et cette idée du cinéma, comme vous pouvez l'imaginer, c'est le cinéma plutôt de l'art et essai. Voilà. C'est-à-dire, c'est un cinéma qui est fondé sur l'idée que le cinéma, c'est une personne, et cette personne, c'est un artiste, et que cet artiste doit avoir toute l'attitude possible pour faire le film tel qu'il l'a conçu dans sa tête. Voilà. Il n'empêche que, et c'est là où le cinéma est vraiment une pratique particulière, qui n'est pas tout à fait la même que celle de la littérature ou que celle du théâtre. Le cinéma, pour reprendre la formule célèbre d'André Malraux, c'est à la fois un art et une industrie. C'est-à-dire qu'on a constamment deux jambes qui baignent dans deux mares. Excusez-moi, l'image n'est pas très élégante, mais totalement antagoniste, mais elle est d'actualité. Il y a la mare de l'art du côté du pied gauche et il y a la mare de l'argent du côté droit. Alors, dit comme ça paraît affreux. En fait, c'est ultra passionnant. Voilà. C'est très, très passionnant que de devoir constamment se coltiner la combinaison de projets artistiques et de questions d'argent, d'idées personnelles et de rentabilité, de construction de choses un peu folles et de nécessité de convaincre des gens qui n'en ont rien à foutre des choses un peu folles. Voilà. Personnellement, je trouve que cette combinaison d'art et d'argent est absolument passionnante, extrêmement violente, mais extrêmement passionnante, et pour rien au monde, je n'échangerais mon métier contre un autre. Voilà pour cette introduction. Donc on a vraiment un point de vue vraiment particulier sur ce qui se passe en ce moment, parce qu'on est à la fois dans l'idée la plus pure de l'art, et en même temps on est dans le marigot très violent qui se déploie en ce moment.
Pour répondre un peu à tout ce qui s'est dit, ces 2 dernières années, on a vraiment 2 champs d'action qui se sont déployés, voilà, et de façon pas du tout hasardeuse. Le premier, c'est vraiment la dégradation du respect dû à la culture. Voilà. Alors, faire respecter la culture, ça a toujours été un combat. Voilà, c'est un combat depuis toujours, et j'ai envie de dire, ça fait partie du b.a.-ba, voilà, de toute association culturelle. Et nous, on a constaté que depuis 2-3 ans, avec la crise Covid, qui de manière extrêmement cynique a eu un effet d'aubaine en fait assez sidérant pour attaquer la culture, avec l'arrivée du gouvernement Macron, mais pas que le gouvernement Macron, et c'est pour ça que nous on fait très attention à ne pas faire de Macron le totem de la dégradation actuelle, et on pense en fait que c'est une dégradation qui remonte à 20 ans, voilà, à peu près, à une vingtaine d'années. Et qui a sans doute d'ailleurs à voir avec la dégradation de la gauche mainstream. Donc une dégradation de l'idée de la culture et une montée en puissance de l'extrême droite. Et ces 2 phénomènes, évidemment, sont liés. Alors, pour ce qui est de la dégradation de l'idée de la culture, on a constaté que nous, à la SRF, on est sans cesse dans des négociations. Voilà, on est sans cesse dans des jeux de négociation extrêmement difficiles, notamment avec les chaînes de télé, pour négocier des pourcentages corrects pour la fabrication de nos films, des pourcentages corrects pour les cinéastes émergents, pour les premiers films. On est sans cesse en train de négocier pour que la programmation, par exemple, dans les salles d'art et d'essai, ne soit pas bouffée par la programmation des blockbusters, etc. Donc on a sans cesse voilà, des combats très concrets et très âpres à mener. Ça fait à peu près 20 ans qu'on le fait. Et on a constaté ces dernières années une espèce de dégradation qui est assez nouvelle, qui est en fait une espèce qui est assez difficile à définir, une espèce de zeitgeist, voilà, une espèce d'état d'esprit qui fait que la culture est devenue un peu un objet de blague, de propos un peu narquois, un peu graveleux, un peu dégradant, c'est-à-dire qu'avant on devait affronter la violence de nos interlocuteurs qui ne voulaient pas nous céder un euro de plus, mais d'une certaine façon il y avait un respect, voilà, de part et d'autre. Et ce respect, en fait, on sent qu'il est en train de fondre comme neige au soleil, et qu'on est de plus en plus considérés un peu comme des guignols. Voilà, alors des guignols un peu sympathiques, romantiques, mais un peu des guignols. Pour exemple, le plus frappant, je citerai vraiment une visite qu'on a faite l'année dernière. On a fait un peu la tournée comme ça du Parlement, et notamment des représentants au Sénat, des représentants de la finance et de la culture. Ça s'est très très bien passé avec la commission culture du Sénat, très très mal avec la commission des finances du Sénat, qui est pourtant représenté par Roger Carucci. Je n'ai aucun problème à citer son nom parce que cet homme nous a tellement mal reçus qu'il n'a même pas droit à la diplomatie la plus élémentaire. Roger Carucci, qui est quand même un représentant du gaullisme, et le gaullisme a quand même traditionnellement une espèce de respect pour la culture. Alors, ce n'est pas tout à fait peut-être notre culture, mais en tout cas un respect pour la culture. Roger Carucci, quand même vieux de la vieille, qui se réclame du gaullisme, etc., nous a reçus en ricanant littéralement pendant 2 heures, en nous faisant comprendre d'emblée qu'aucune des propositions que nous faisions ne serait même notée sur son carnet, et qu'on ferait mieux de s'interroger sur la gabegie absolue qui était le monde de la culture. Et ça, le fait qu'un vieux représentant du gaullisme traditionnel, respectueux de la culture, nous reçoive avec une telle narquoiserie, avec quelque chose d'aussi narquois et aussi frontal, bon, déjà, ça nous a vraiment beaucoup choqués. D'ailleurs, il a sorti un rapport absolument désastreux sur la culture, mais ça nous a alertés sur le fait que la culture n'était plus cette espèce de totem qui était respecté, qui faisait des envieux, mais qui était respecté tant bien que mal. Voilà, je dirais que, par exemple, même à l'extrême droite, les choses ont changé. Jean-Marie Le Pen, par exemple, qui est quelqu'un, évidemment, que je méprise à 200%, très bizarrement, et là je l'ai constaté en lisant les mémoires de Claude Chabrol, qui sont assez passionnantes, Jean-Marie Le Pen était quelqu'un, en fait, de très cultivé. Je dis, il n'est pas mort, mais voilà.
Mais je parle quand même de lui au passé. C'était quelqu'un de très cultivé, qui adorait le cinéma américain, qui adorait Balzac, qui adorait Simenon, et pour qui la culture n'était pas du tout une obsession. Il s'en foutait comme de l'an 40. Ce qu'on constate maintenant avec les descendants de Jean-Marie Le Pen, avec lequel nous, à la SRF, on a décidé de ne pas du tout converser, c'est que la culture n'est même plus un objet de respect dont on ne s'occupe pas. La culture, ça n'existe pas en fait. Ça n'existe plus et c'est un objet de détestation absolument viscérale et un peu irrationnelle. Voilà. Donc on s'est un peu posé cette question à la SRF. Pourquoi cette dégradation de l'idée de culture, d'une manière générale, qui pour nous n'est vraiment pas à projeter sur le seul totem Emmanuel Macron ? Alors je crois que le paysage culturel est très défavorable d'une manière générale à la notion de culture, notamment pour le cinéma. Je ne vais pas vous faire tout le topo, mais par exemple l'arrivée des plateformes. J'imagine que vous regardez les plateformes et que vous regardez beaucoup les séries. Est-ce que dans la salle, quelqu'un peut me donner le nom d'un auteur de série ? Citez-moi le nom d'un auteur de série. C'est un cinéaste. L'auteur vraiment de quelqu'un qui ne ferait que de la série et que vous admirez. Voilà. C'est David Simon, par ailleurs. Vous voyez, vous ne connaissez même pas son prénom. Et sinon, si je vous posais la question, citez-moi des noms de cinéastes, vous pourriez lever la main et me répondre 10 noms de cinéastes. Et ça, ce phénomène, en fait, il est hyper, pertinent et instructif. Ça veut dire que le nouveau monde de la culture, et il y a des choses passionnantes qui se passent dans le monde de la série et dans le monde de la plateforme, en fait, le nouveau monde de la culture, ce n'est plus le monde des artistes, des noms propres et des personnes. C'est le nom de produits collectifs qui peuvent être passionnants, comme la série, mais qui sont faits de manière collective et floue et qui ne représentent plus une personne, un nom, qu'on pouvait suivre et identifier pendant 20 ans. Et c'est la politique des auteurs, au sens très large, en fait, elle est morte. Voilà, en 2023, elle était morte. Cette politique des auteurs qui faisait que chaque année, on allait voir le dernier Woody Allen, le dernier Moretti, le dernier Piala, je sais pas moi, le dernier Claude Sautet, le dernier Desplechin, le dernier Assayas, elle est en train de mourir. Et que maintenant, la culture, ce sont des produits anonymes qui peuvent être de très très grande qualité. Moi, j'adore la série, mais qui ne sont plus du tout, projetables sur une personne et un artiste. Et en fait, ce changement de paradigme, peut-être qu'il vous paraît complètement secondaire, mais en fait, il est très significatif sur le fait que la culture, dans l'idée que la culture, c'est l'émanation d'une personne qui a une idée singulière et un rapport singulier au monde, c'est quelque chose qui est en train de disparaître complètement. Voilà. Merci beaucoup. J'ai peut-être parce que comme il y a un second, il y a un second tour et que surtout je voudrais pas qu'en s'étalant beaucoup sur le constat un petit peu déprimant, on n'ait plus le temps pour parler des perspectives. À toi. Bonjour tout le monde. Alors moi je vais amener un regard radicalement différent parce que je voudrais parler particulièrement du travail. Je ne sais pas si vous savez, le T de CGT, en fait, c'est travail. Et donc vous allez me dire quel rapport entre le travail et les artistes. Et bien justement, il y a quelque chose de l'ordre de l'image. Parce qu'en réalité, ce n'est pas les artistes qui le détestent, c'est quand même principalement la symbolique de l'artiste. Et la symbolique de l'artiste, c'est aussi une image, une figure qui s'émancipe du travail capitaliste. Alors c'est vraiment une symbolique, c'est une figure, c'est une image d'Épinal, parce que dans la réalité, c'est pas vrai du tout. Les artistes libres, ça existe assez peu, même les plus grands sont soumis soit à des pressions internes, des volontés de monter, des peurs de descendre, des contrats avec des majors ou autres. Mais on a cette image de l'artiste qui n'est pas soumis, lui, à la pression d'aller faire n'importe quel travail alimentaire, pression qui est très très importante pour la classe qui dirige la classe bourgeoise qui dirige la société capitaliste et pour qui il y a besoin de valoriser en fait le travail difficile et le travail difficile pour les tâches qu'elle juge utiles, comme par exemple travailler dans un call center pour vendre des fournisseurs d'énergie qu'on a déjà, etc. Ça, c'est des tâches valorisées par la société capitaliste. Les tâches artistiques ne sont pas valorisées
d'autant qu'elles sont de l'ordre du plaisir qui lui-même est assez peu valorisé. Il y a quand même un paradoxe là-dedans, qui est que les artistes qui réussissent, eux, à condition qu'ils n'abusent pas de leur liberté d'expression, la liberté de parole que ça leur donne, ils sont assez valorisés. Ils sont, parce que ça permet de conférer, ça permet de donner des modèles, en fait, d'entretenir le mythe du croyez en vos rêves, quand on veut on peut, etc. Voilà, Johnny il a cru en ses rêves et c'est comme ça qu'il est devenu Johnny, donc vas-y toi aussi crois en tes rêves et va bosser au McDo et comme ça tu vas devenir Johnny aussi. Et du coup ce truc, c'est important en fait d'avoir ces espoirs, ces trucs là, parce que ça permet d'accepter plus facilement l'aliénation par le travail. Alors, je disais que ça concerne uniquement les artistes qui n'abusent pas de leur liberté d'expression, la liberté de parole que ça leur confère, par exemple, ou alors qui en abusent dans le bon sens au sens dominant du terme. Par exemple, Michel Sardou est extrêmement valorisé. Renaud est valorisé aujourd'hui, il ne l'était pas il y a 40 ans par exemple, donc voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire, vous embrassez un flic, c'est bon, vous passez du bon côté. Par contre, Médine, ça marche pas trop, vous voyez, on l'a vu. Et donc il y a quand même la question de la liberté de parole et de ce qu'on en fait. Mais c'est pas uniquement la liberté de parole, des fois c'est juste uniquement le symbole de ce qu'on est. Là on a un exemple assez récent, assez frappant avec Bilal Hassani. Donc, Bilal Hassani, en fait, c'est pas tellement ce qu'il dit. Je ne sais pas si quelqu'un s'intéresse vraiment à la parole de Bilal Hassani. Par contre, il a une figure, il a un visage qui coche un peu toutes les cases. Il est pas blanc, il n'est pas hétérosexuel, il ne correspond pas aux normes du genre. Donc, ça fait quand cette figure-là est exposée et profite du rayonnement médiatique de par sa condition artistique, ça ne plaît pas. Ça ne plaît particulièrement pas à l'extrême droite, qui, elle, est par nature homophobe, raciste, transphobe, et j'en passe. Et du coup, qui va se battre pour éviter que des figures comme ça soient exposées. Et qui, tu l'as dit tout à l'heure dans ton introduction, Sarah, en ce moment, elle y arrive. Elle parvient à faire interdire. Donc à Metz, c'était un concert de Bilal Hassani dans une ancienne basilique qui a été annulé. Donc l'extrême droite, elle mène cette guerre. C'est une guerre idéologique en fait, pour essayer de montrer un certain visage de la société avec un ordre moral. Et nous, on l'amène aussi en fait cette guerre idéologique. Et je pense qu'il faut assumer de la mener avec nos valeurs, c'est-à-dire de lutter contre le racisme, contre l'apologie du viol, contre l'apologie de l'antisémitisme, etc. Moi, je pense qu'on peut, quand on parvient à faire annuler le concert d'un rappeur d'extrême droite à Grenoble, c'est plutôt une victoire dans ce goût-là, plutôt qu'une défaite de la liberté d'expression. Il faut se dire les choses et que toutes les paroles se valent pas et qu'on a aussi on doit mener en fait cette guerre culturelle et l'assumer. Pour l'instant, on est un peu en train de la perdre. On est en train de la perdre parce que c'est pas uniquement l'extrême droite qui l'amène. Derrière, si les annulations sont possibles, tu l'as dit aussi, il y a le silence relatif du gouvernement, à part les petits de Rima Abdul-Malak qui dit « Oh non, c'est pas très bien quand même, franchement, annuler les spectacles, je suis désolé, hein, je suis contre. » Mais derrière ça, en réalité, Macron n'est jamais monté au créneau contre les annulations de spectacles. Et donc il y a plutôt un silence qu'on peut considérer comme assez complice. En réalité, toute la clique qui va de Macron, Wauquiez à De Villiers à toute la fachosphère est dans la même logique, la même logique de guerre idéologique. Avec pour certains, j'en mets une petite sur Wauquiez, mais un côté aussi mépris de classe de la classe artistique. Wauquiez, quand il est arrivé en 2016, il a dit qu'il voulait, quand il est arrivé à la tête de la région Auvergne-Rhône-Alpes, il a dit qu'il voulait supprimer les formations fantaisistes comme celle des clowns et des marionnettistes. C'est un petit peu comme ça qu'il est arrivé dans le champ culturel dans notre région. Donc, petit mépris de classe, mais aussi ces gens-là veulent contrôler l'image et Macron en particulier, Macron qui se met énormément lui-même en scène. En fait, Macron, c'est un peu le premier acteur de France, voire le premier mannequin de France. C'est qu'à voir ses campagnes de photos, les vidéos qu'il publie, etc. Tout est extrêmement scénarisé. C'est quelqu'un qui a une conscience très très forte du pouvoir justement du spectacle sur les consciences et qui en joue. Et derrière, ça donne ça permet de voir ensuite qu'est-ce qu'on
quand on regarde qu'est-ce qu'on autorise, qu'est-ce qu'on interdit, qu'est-ce qu'on encourage auprès des artistes, ça permet un petit peu de voir où on en est. Donc on voit donc qu'on interdit à Justine Triet de critiquer la main qui soi-disant le nourrit, alors qu'effectivement le cinéma n'est pas financé par l'argent public, mais par l'argent du cinéma et de la télé. Hein. C'est déjà une erreur un peu, mais bon, on te permet de faire des films, donc quand même tu vas pas nous critiquer, ça va pas. Ça vaut pareil pour Isia Higelin ou pour Médine ou pour Joris. Voilà, donc il y a et en fait ça installe une logique de courtisanerie qui est quand même extrêmement malsaine, où il faudrait que les artistes ou toutes les personnes un petit peu médiatiques aillent prêter allégeance aux gouvernants. Et même cette logique, elle s'insinue au sein même du milieu artistique, où Juliette Armanet doit prêter allégeance à Michel Sardou. On revient encore à Sardou, je suis désolé. Mais voilà. Alors bon, là-dessus, il y a aussi, je pense, un biais patriarcal, mais quand même, ça me fait dire aussi qu'on a un petit regard introspectif à mener sur ce qui se passe dans notre propre milieu et à faire un peu plus corps face à cette vision globale de la société qui contribue à nous diviser. Je m'arrête là. Merci pour l'invitation. Beaucoup de choses ont été dites, donc je vais essayer de ne pas les redire ou de les dire différemment. On assiste effectivement on est dans une nouvelle séquence. Elle date peut-être d'il y a 20 ans. Effectivement, je vais essayer d'en dire 2 mots avec des choses qui sont plus ou moins nouvelles. Il y a des choses qu'on connaît historiquement depuis très longtemps, à savoir les accès de fureur de l'extrême droite, de petits groupes fascistes qui s'en prennent à des spectacles, à des artistes. Ça, c'est récurrent. Ce qui est très différent aujourd'hui, c'est qu'ils sont en phase ascendante, en phase offensive, et que c'est eux qui donnent une partie du la médiatique. Et on l'a vu, et vous l'avez vécu ici avec Médine. Et on voit bien que l'état du rapport de force n'est pas tout à fait le même. Mais des petits groupes fascistes qui s'en prennent des artistes, on connaît ça depuis très très longtemps. Encore une fois, c'est des prurites, ça revient. Et effectivement, il ne faut absolument pas lâcher cette bagarre-là. Plus surprenant depuis quelques années, c'est le retour d'une vieille droite authentiquement anti-culture ou anti-artiste, ou en tout cas qui a moins de freins et moins de surmoi pour s'attaquer au monde culturel ou artistique. Je dis authentiquement parce que je la différencierais d'une autre droite cyniquement anti-culture et anti-artiste, dont Vauquier est certainement l'incarnation chimiquement pure. Vauquier est un homme, alors tout à l'heure il était fait rappel que Le Pen était un homme cultivé. Probablement. La culture ne protège de rien, hein, n'a jamais protégé de rien. Et sans parler de l'infâme Le Pen, Mitterrand était aussi quelqu'un de très cultivé. Hein. Ça n'a pas empêché la participation de la France au génocide au Rwanda. Donc la culture ne protège jamais de rien, l'art ne protège jamais de rien. Mais donc on a une droite aujourd'hui qui est cyniquement anti-culture, à mon avis, parce qu'elle a un projet idéologique fort, elle mène une bagarre, et Vauquier, c'est effectivement une puidufouisation de la culture, mais autrement, je pense qu'il y a aussi 2 autres raisons. D'abord, pour des gens comme ça, la culture est un marqueur symboliquement fort. Ça a été dit, effectivement, les artistes véhiculent une image scandaleuse de gens qui sont payés à rien faire, qui vivent de l'argent public, qui peuvent s'amuser pendant que des gens se lèvent tôt le matin, etc. etc. Bon, il y a tout un ensemble d'archétypes et de stéréotypes sur lesquels s'appuie un Vauquier, hein, entre le monde du travail et le monde des artistes, qui lui permet de jouer symboliquement de cette opposition. Et puis, je pense que Vauquier savait aussi que la résistance ne lui ferait pas peur, la résistance du monde artistique et culturel. Même s'il n'imaginait pas qu'elle serait ce qu'elle a été, et le travail de Joris a été absolument déterminant dans cette bagarre-là, je pense que ils savent bien que le monde culturel, quand il résiste, ça ne fait pas beaucoup d'effets. Et on a bien vu que même quand le monde du travail manifeste très très majoritairement sur les retraites, ça ne fait pas beaucoup d'effets non plus pour le pouvoir. Donc on assiste, et cette droite-là, disons qu'elle est cyniquement anti-culture. En tout cas, elle fait de la culture une part de sa bataille, de sa bagarre. Il faut juste se dire quand même que cette droite-là, elle a déteint sur une partie de la gauche. Et que les attaques contre le monde culturel, Vauquier l'assume avec un certain panache, on va dire, le panache de sa droite à lui, mais on la trouve dans beaucoup de régions aujourd'hui de manière beaucoup plus insidieuse, et on la trouve dans un certain nombre de municipalités. Et à ce titre, il faut aussi qu'on regarde ce qui se passe dans la gauche hors Parti socialiste, et je pense qu'il faudra un jour faire le bilan sévère et strict de ce qu'a été le premier mandat municipal d'Éric Piolle à Grenoble, et les attaques qui ont été menées aussi contre le monde artistique à Grenoble.
Donc on a comme ça quelque chose qui a pris à son tour une partie de la gauche. Et puis on a les macronistes. Et on a la Macronie. Alors ça a toujours été des rapports compliqués entre l'art, la culture et l'État. De fait, c'est des rapports de tension, c'est des rapports de force. Il y a toujours eu des censures insidieuses par l'économie, c'est-à-dire des incapacités à produire. Et on sait bien qu'il y a aujourd'hui un certain nombre de spectacles qui n'ont pas lieu, qui ne peuvent pas avoir lieu, qui ne peuvent pas se créer ou dans des conditions de telle précarité que ça aussi c'est une censure. Hein. La censure économique, c'est aussi une attaque contre la liberté de création qui est moins spectaculaire, qui est moins bon. Et moi, je pense qu'on va assister dans les mois qui viennent par ailleurs à un plan social qui ne dit pas son nom, hein, avec un certain nombre d'artistes qui vont perdre leur droit à l'assurance chômage, mais on pourra y revenir. Mais donc on a la Macronie, et en réfléchissant à la question, je pense que la Macronie ne déteste pas les artistes. Comme beaucoup de bourgeois, elle adore avoir des artistes à sa table. Voire même comme beaucoup de bourgeois néolibéraux, elle adore les artistes qui s'en sortent parce que c'est la logique concurrentielle et tout lui va bien. Ce que la Macronie déteste, c'est le service public de la culture. Ce qui lui paraît absolument insupportable, c'est qu'il y ait de l'argent public qui soit donné pour le milieu culturel ou pour les artistes. Et là, on voit bien qu'il y a un certain nombre d'attaques extrêmement fortes contre le service public de la culture. C'est vraiment la logique, on va dire là encore une fois, chimiquement pure du néolibéralisme. Ça marche comme pour tous les services publics. Ça marche par une période de disqualification extrêmement forte des limites du service public. On l'a vécu dans l'université, on l'a vécu dans l'éducation nationale. Et là, je dirais effectivement, ça date d'il y a quelques décennies. Ça date, me semble-t-il, je fais une proposition de date et puis on pourra la discuter, ça date de Sarkozy. Et Hollande, comme là, comme ailleurs, n'a rien changé à la situation. Mais ça date de Sarkozy, de la lettre de mission que Sarkozy écrit à Christine Albanel, qui est sa nouvelle ministre, dans laquelle Sarkozy dit l'échec de la démocratisation culturelle. Et tout le monde s'est emparé de l'échec de la démocratisation culturelle, sans discuter ce qu'on entendait par échec de la démocratisation culturelle. Mais on a fait le même coup aux travailleurs sociaux, on a fait le même coup à l'éducation nationale, on a fait le même coup à la SNCF, c'est-à-dire prendre acte des limites que rencontrent les services publics pour les détruire. Et depuis une vingtaine d'années, une quinzaine d'années, la gauche elle-même s'est mise à radoter ce discours sur la de disqualification du service public de la culture, à venir dire oui, nous avons échoué. Je pense qu'il y a une grande satisfaction à l'autoculpabilité dans les milieux artistiques et dans les milieux culturels. On adore se flageller, et dans les milieux de gauche, au lieu pour le coup de mener une politique véritablement offensive et de regarder ce que fait le service public de la culture avec les moyens qui sont les siens aujourd'hui. Ça ne veut pas du tout dire que tout est parfait, qu'il ne faut pas demander plus, qu'il ne faut pas faire plus. On voit bien émerger un certain nombre de nouvelles questions extrêmement fortes et justes à l'intérieur du service public, mais il n'est pas vrai, cette question de l'échec aujourd'hui fait partie certainement des choses qui portent atteinte à la possibilité de notre combat offensif. Dernière chose, et je m'arrête, donc je crois que le néolibéralisme, ce qu'il déteste, enfin Macron et la Macronie, ce qu'elle déteste, c'est le service public de la culture, mais plus profondément et peut-être plus tendanciellement, si on arrête de se focaliser sur Macron, qui est un petit personnage en fait et qui passera, même si ce qu'il est en train de faire crée des choses qui vont être difficilement réversibles. Plus profondément, je crois que le néolibéralisme, c'est pas un cache-sexe pour pas parler de capitalisme, hein, c'est une des périodes du capitalisme. Je crois que fondamentalement, le néolibéralisme, c'est pas tant les artistes qu'il déteste, mais c'est l'art. C'est l'art en tant que c'est potentiellement une exception. Alors ça ne veut pas du tout dire que l'art s'excepte du régime de la marchandise complètement, évidemment que pris dans un régime capital, c'est pris dans ces contradictions-là, contradictions industrielles, contradictions de consommation, mais il n'empêche qu'il y a quelque chose qui se joue dans l'art, qui n'est pas un produit tout à fait comme les autres, et notamment par le rapport au travail qu'il sous-tend, et effectivement, l'artiste est un travailleur, une travailleuse comme les autres, c'est-à-dire soumis aussi à l'extorsion de la plus-value, et en même temps témoigne d'un rapport possiblement différent à la production. Et je crois que fondamentalement, le néolibéralisme déteste l'art, et par là, évidemment, celles et ceux qui fabriquent ou qui produisent l'art, et ils ne les aiment que comme animateurs ou animatrices sociaux, et je précise bien que je n'ai absolument, évidemment, aucun mépris pour les animateurs et les animatrices, mais c'est justement parce que c'est un métier avec un certain type de savoir qu'on ne peut pas demander aux artistes de les remplacer comme ça au pied levé, et c'est tout à fait intéressant de regarder comment le néolibéralisme, au même moment où il détruisait le travail social, demandait aux artistes de venir les remplacer, ou au même moment où il détruisait l'éducation nationale, demandait aux artistes de venir faire ce travail-là, et encore une fois, il ne s'agit pas de concurrencer les choses, chacun a des savoirs particuliers, donc il ne supporte ou il n'adhère aux artistes que quand ils viennent faire en gros le travail de réparation des dégâts qu'il accomplit, parce qu'il en comprend l'utilité, le néolibéralisme sinon ne comprend pas à quoi ça sert, ou alors il ne les supporte qu'en tant que grande star, bien souvent d'ailleurs à ses ordres. Et je m'arrête là.
Merci beaucoup pour ces analyses passionnantes et ce panorama qui n'est pas non plus forcément très réjouissant, mais qui aussi doit nous servir à penser la suite, quoi, et à penser les perspectives, à penser ce qu'on a à rétorquer, ce qu'on a à construire comme type d'alliance. Donc peut-être une question, peut-être rentrer dans une deuxième phase plus à la fois propositionnelle, mais pas seulement en termes programmatiques, mais en termes stratégiques, quoi. D'ailleurs, vous remarquerez qu'on a différents arts représentés autour de la table, donc ça peut être aussi une question entre les différents arts, même parfois les différentes industries culturelles aussi, mais plus largement, au-delà d'un front des artistes, est-ce que plus largement, parce qu'on a analysé ce rapport entre la question de l'art et celle du travail, et ce que le néolibéralisme fait à l'art et ce qu'il fait au travail, et puis plus largement la question de la démocratie, ce qui est en train de se jouer dans une crise, et c'est des choses que tu dis, Olivier, dans ta façon de parler du théâtre politique, dire souvent en fait la crise, le théâtre politique, c'est quand même souvent la traduction d'un certain assèchement du politique et un certain assèchement de l'art, en fait. Cette façon de mettre ensemble l'art et la politique peut traduire une dépolitisation du politique, une cosmétisation de l'art. Et alors comment nous, on peut à l'inverse se dire, là, il y a peut-être quelque chose de politique à faire, une résistance politique à opérer, un avenir politique, un avenir à tracer aussi. Quand je dis politique, ça ne veut pas dire politicien, mais une vision de société à porter. Et donc, c'est à ça que j'ai envie de vous inviter à réfléchir dans cette deuxième séquence. Je regarde le temps, on a joyeusement, allègrement pété le timing, mais bon, ça c'est pas surprenant, c'est pas la première conférence où ça arrive. Donc je propose qu'on fasse peut-être des prises de parole plus courtes. On a commencé... il nous reste combien qu'on sache un peu là. En fait, c'est juste pour permettre après qu'il y ait des questions de la salle, et par contre on demandera vraiment que ce soit des questions bien adressées et tout, pour qu'il puisse y avoir des réponses rapides. Est-ce qu'on refait dans le même ordre peut-être? La question des perspectives. Donc, oui, ça c'est quand même cette notion de perspective. C'est assez marrant. Je fais une incise, mais pour revenir à cette question de la relation entre le politique et l'artistique, on a vu apparaître ces derniers temps un affichage politique de la conscience qu'il y aurait à offrir des perspectives aux citoyens. Alors on le voit avec la façon dont les partis ont changé de nom. Renaissance, Horizon. Je vais aller. Un autre monde est possible. C'est des types de slogans. Donc il faut être dans la promesse de perspective et de changement. Mais le problème, c'est que ce changement et cette transformation, dans cette période de flou et de violence qu'on traverse, on doit réussir à trouver les modalités de sa fabrication et des temporalités de sa fabrication. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe au niveau de la culture? On a une perspective à long terme. Olivier a parlé de service public. Je crois que c'est très important de rentrer dans le détail de cette question-là, et aussi d'être dans une forme d'autocritique de comment nous, là je m'inclus, nommés temporairement à des postes et à des missions de direction de structures de service public de la culture, comment on arrive réellement à l'incarner, ce service public de la culture. Parce que si on n'arrive pas concrètement à, sans se battre la coulpe, mais à en donner une lisibilité, alors on ouvre la brèche à la grande facilité qu'il y a à le démanteler. Je vais donner quelques exemples, mais moi ce qui me frappe, depuis maintenant 8 ans que je dirige un centre dramatique national, si je me situe à l'échelle d'une ville et d'une métropole comme celle de Lyon, c'est que finalement toutes ces questions de démarche concurrentielle, de commercialisation de notre travail, se retrouvent quand même mises en récit par des choses très simples. Le fait que
alors qu'un ensemble de structures lyonnaises est censé travailler ensemble à un projet commun qui est celui d'un service public de l'art et de la culture sur un territoire, avec des particularismes qui sont des identités esthétiques, des formes de récits particuliers, des pratiques artistiques et des modes d'expression qui sont différents. On en fait communication individuellement dans un champ compétitif, avec l'édition de plaquettes individuelles, avec jamais rien qui ne crée la mise en relation avec les événements qui sont construits ici et là. Et finalement, on s'affaiblit mutuellement parce qu'on est en concurrence sur un endroit où on doit travailler en convergence. La problématique, elle est complexe. C'est qui organise la convergence de ces institutions individualisées. Évidemment, je ne vais pas dire que j'attendrai du politique qu'il organise cette coopération. Mais par contre, il y a des modalités de travail et sans doute à réinventer. Qu'est-ce qui nous pose problème aujourd'hui? C'est que l'injonction au changement, elle est partout. Et c'est le leitmotiv d'ailleurs du macronisme et du néolibéralisme en général qui, face aux crises que traverse une société ou une civilisation même, vante les mérites de la mutation qui n'est qu'en fait une adaptation du précédent. Donc on est victime de ces injonctions contradictoires. On doit muter, mais comme on n'a pas les moyens réellement de muter et que la mutation qu'on nous invite à faire ne va pas forcément dans le sens qui serait celle de la réinvention ou de la mise à jour, je dirais, de ce que devrait représenter l'institution d'un service public de l'art et de la culture, alors finalement, on n'est que dans la reproduction un peu à l'identique de ce qui se pratiquait auparavant, parce qu'on ne se donne jamais le temps de la pensée et de la construction autrement. Or, je pense qu'on n'a pas le choix. C'est-à-dire qu'il va évidemment falloir repenser autrement les choses. Bien sûr, placer la parole de l'artiste, le langage au centre de nos projets, c'est l'essence même de nos métiers. Mais si on n'arrive pas à réenclencher quelque chose qui permette aux habitants de considérer que les lieux qu'ils fréquentent sont des lieux publics qui appartiennent à toutes et à tous, alors cette brèche-là pour des Vauquier qui consiste à se servir de cette chose-là pour dire c'est la France rurale contre la France des élites, c'est la bien-pensance contre le pragmatisme, c'est l'entre-soi contre l'intérêt général. Alors, voilà. Et je pense qu'on ne peut pas s'émanciper en fait, de cette réflexion et de cette problématique par des signaux et des indices qui nous invitent à travailler autrement. Et ça rejoint la question du travail, ça rejoint la question de comment continuer à vivre de nos métiers dans un modèle où il y a l'injonction au changement qui est de, comme les financements se tarissent, on va se servir de la nécessité de la mutation écologique et environnementale pour justifier la nécessité de, comme on va le nommer aujourd'hui le gouvernement, mieux produire, mieux diffuser. Mais que couvre ce mieux produire, mieux diffuser ? Si le mieux produire, mieux diffuser n'est pas accompagné d'un réinvestissement massif qui permet de repenser l'emploi, alors il n'y a pas de possibilité d'être décroissant dans le mode de production. Parce que finalement, il en va de la survie des actifs. C'est ce que tu évoquais, Olivier, avec cette perspective de plan social qui ne dit pas son nom. On doit être extrêmement alerte là-dessus, parce qu'à l'intérieur de ça se trouvent les réponses, je pense, qui sont favorables à un combat idéologique de fond qui est, si on finance autrement le temps de travail des artistes, si le temps long de la recherche, de l'implantation territoriale des artistes est financé mieux et autrement, alors on sera un peu décroissant dans nos modes de production, mais on aura aussi un réengagement de la place et du rôle de l'artiste à l'intérieur de la société. Et c'est ces moteurs-là qu'il faut qu'on arrive à travailler. L'heure est vraiment pas à ça, en tout cas, c'est pas ce qui se profile. Merci beaucoup. Je laisse Axel Repère. Je vais essayer de faire court parce qu'effectivement on est très en retard. Je voudrais juste dire 2 mots sur l'affaire Justine Triet. Voilà, parce je sais que Sarah tenait à ce qu'on en parle et on n'a pas pu en parler.
Je pense que vous êtes tous au courant du scandale assez inouï qui a eu lieu à Cannes cette année quand Justine Triet a reçu la Palme d'Or et qu'elle a osé faire un discours qui en fait était un discours de l'ordre du bon sens où elle disait quelque chose qui est une évidence, à savoir que ce qui avait été possible pour elle, c'est-à-dire avoir une carrière depuis 15 ans, progresser petit à petit, faire un premier film qui avait fait 20 000 entrées pour finir par ce film qui probablement fera plus d'1 million d'entrées. Voilà, la patience de ce parcours, c'est quelque chose qui n'est plus autorisé, qui n'est plus possible aujourd'hui pour les jeunes cinéastes émergents. Et cette chose qui est très simple et qui est très vérifiable sur le terrain a déclenché une espèce de bronca et de déchaînement de fureur absolument inouï. Alors, avec d'un côté la fachosphère, mais ça, de toute façon, la fachosphère cherche constamment des os à ronger, d'une certaine manière, on s'en fout. Mais ce qui est très étonnant, c'est que ça a déclenché des réactions d'une violence inouïe de la part de gens qui sont par ailleurs modérés et mesurés. Et pourquoi est-ce que ce discours de Justine Triet a tellement ulcéré ? Nous, à la SRF, on a une hypothèse, c'est qu'effectivement, tous les artistes et les cinéastes en particulier ont l'image d'être des enfants gâtés. Voilà. Alors c'est un mythe qui serait très long à détricoter, que j'aurais pas le temps de détricoter aujourd'hui. Ça part. D'un côté, je pense qu'il y a une très grande méconnaissance de la façon dont l'économie du travail et l'économie du cinéma fonctionnent. On pense à tort que l'économie du cinéma français, c'est de la subvention et en gros, c'est votre argent à vous, les contribuables. C'est faux de A à Z. En fait, l'économie du cinéma français est fondée à 20% sur de l'argent public et à 80% sur de l'argent privé. Et même cet argent public, en fait, fonctionne selon un système très vertueux de redistribution. Il y a un petit prélèvement sur chaque ticket de cinéma que vous achetez, que le CNC utilise à bon escient et distribue à bon escient. Voilà. Dans la logique régionale, par exemple, on parle beaucoup des subventions des régions. Il faut savoir que quand un film touche une subvention régionale, c'est pas du tout de l'argent qui tombe dans sa poche de façon miraculeuse. En fait, pour 1 euro d'argent de région reçu, on dépense 6 euros, nous, ensuite, dans cette région. Donc vous voyez qu'en fait le gain il est pour la région, le gain il est énorme et c'est pas du tout c'est pas du tout un cadeau fait de façon désintéressée. Voilà, donc il y a vraiment ce mythe de l'argent gabegie et de l'enfant roi qui nous fait beaucoup de mal. Par ailleurs, je pense que le fait que Justine Triet soit une jeune femme et non pas un mec de 45 ans avec une grosse voix et des gros muscles a beaucoup joué en sa défaveur et que ça n'a pas été assez dit, mais qu'une jeune femme ose gueuler un peu, ça continue à passer très très mal. Fin du petit épisode Justine Triet. Alors pour ce qui est de l'avenir, nous à la SRF, on est comme la France Insoumise, on n'a pas du tout envie de passer notre temps à être le bureau des plaintes et on a un certain nombre d'idées pour essayer de retrouver une grande politique culturelle qui a quand même fait les grandes heures du cinéma français. Je dirais qu'on a une grande idée. Alors j'espère qu'il n'y a pas d'espion de Laurent Wauquiez dans la salle, parce que c'est une idée. On est très fiers de notre idée. On essaye d'être un peu stratégique, ce qui n'est pas forcément notre spécialité. Mais on espère redonner un peu des lettres de noblesse et de flamboyance à l'idée d'une loi cinéma. Voilà, tout le monde se souvient de la loi livre des années 80 lancée par Jack Lang. Et on se dit que peut-être que lancer une loi cinéma l'année prochaine, une loi qui serait transpartisane, où toutes les bonnes volontés seraient unies et où on s'entendrait un peu sur des choses un peu minimales et qui, pour convaincre les plus réticents, serait enrobée comme un grand projet d'envergure flamboyant. Alors pas sur le modèle de la start-up, qui est un modèle qu'on déteste, mais plutôt sur un modèle de flamboyance culturelle que le cinéma entier pourrait nous envier et imiter. Peut-être que c'est une bonne idée. Voilà. Et qu'on essaye donc de lancer cette idée d'une loi cinéma avec un enrobage flamboyant. Alors je ne suis pas sûre que Laurent Wauquiez tombe dans le piège, mais cette idée de redonner un peu des lettres de noblesse et de flamboyance à une politique culturelle, on pense qu'on peut peut-être attirer là-dedans des gens qui ne sont pas tout à fait de notre bord. Voilà, je laisse la parole à d'autres.
Alors, je vais repartir des éléments dont j'ai parlé dans les constats, très simplement. Le premier constat que je faisais était sur la bataille culturelle, et je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais cette bataille, en fait, faut la continuer, quoi. Faut pas lâcher, il faut se battre pour pouvoir les tenir, les spectacles qu'on a du mal à tenir, et continuer bon. Et on aura besoin du politique pour nous soutenir là-dedans. Ensuite, je vais revenir sur le travail, puisque c'était mon premier point tout à l'heure. Une des premières choses qu'on doit faire, en fait, c'est s'émanciper du travail capitaliste, mais pas uniquement les artistes, hein, tout le monde. Et ça implique d'obtenir des nouveaux droits sociaux. C'est-à-dire que moins on sera soumis à la pression du lendemain, à la pression de prendre n'importe quel job pourri, plus on aura de liberté, plus on aura de liberté de parole, plus on aura de liberté de création, en général. Donc c'est un sujet extrêmement actuel, hein, puisque on commence les discussions pour d'éventuelles négociations pour la prochaine convention d'assurance chômage. Les négociations, elles doivent se tenir entre les partenaires entre guillemets sociaux, puisque c'est le MEDEF d'un côté et les autres de l'autre, avant le 15 novembre. Il faut qu'il y ait une nouvelle convention d'assurance chômage qui soit négociée avec évidemment l'obligation qu'a fixé le gouvernement de faire des économies, de continuer sa logique destructrice qu'il a entamée depuis 4 ans. Donc il faut vraiment qu'on s'engage tout de suite dans cette lutte, et si possible dans cette lutte avec des projets positifs. Nous on en a un à la CGT qui s'appelle le nouveau statut du travail salarié, qui propose des droits attachés à la personne, droit à un salaire, à la mobilité, à la formation, etc. Donc je vous invite à vous renseigner là-dessus, et qu'on sorte de la logique destructrice de Macron qui détricote l'assurance chômage depuis 4 ans, qui aujourd'hui veut conditionner le RSA du travail gratuit. C'est une nécessité, bon, pour tout le monde, pour des raisons évidentes, mais aussi pour la possibilité de la création artistique, la liberté artistique. Il y a des urgences particulières dans ce truc-là qui sont le statut des artistes auteurs et autrices. C'est trouver une vraie protection sociale pour ces gens-là, dont le revenu médian est aujourd'hui de 1 300 € environ. Donc il y a quand même la moitié des artistes auteurs et autrices en France qui vivent avec moins de 1 300 €. Donc il y a tout un travail à faire là-dessus. Allez, on s'y met. Et l'autre volet, je ne vais pas me réétendre là-dessus parce que vous en avez déjà assez bien parlé, puis je suppose qu'Olivier en mettra une couche, mais c'est effectivement le service public. Parmi le service public, il faut penser aussi au service public de l'enseignement artistique, voilà, c'est une base extrêmement logique. Aujourd'hui, les enseignants et enseignantes en conservatoire sont parmi les fonctionnaires les moins bien payés de France. Dans le secteur public, c'est une catastrophe. Le respect des droits et des conventions collectives, c'est une bataille permanente. Donc il y a un vrai travail à faire là-dessus. Et ensuite, le service public, ce qu'on entend plus par le service public de la culture, où il faut renforcer l'existant, mais aussi aller un petit peu en dehors pour soutenir et éviter aussi de rentrer ou de rester dans des logiques courtisanes dont on parlait tout à l'heure, pour soutenir notamment les artistes qui n'arrivent pas à rentrer dans les schémas de production, que ce soit pour des raisons esthétiques ou pour des raisons diverses. Nous, on a un projet au SNAM de producteurs publics, en fait, qui aille permettre à des artistes sans production d'avoir accès à des subventions, à des réseaux de diffusion, à des budgets de tournée, pour aller vers une diversité plus importante. Mais tout ça, évidemment, ça nécessite des moyens importants. Et au-delà du service public, il y a aussi renforcer l'indépendance du CNC ou de son équivalent dans la musique, le Centre national de la musique. On est en ce moment en train de réformer le Centre national de la musique, qui est une institution assez récente qui se base sur le modèle du CNC. Il y a plusieurs enjeux là-dedans, parce que on discute de son financement. Une des propositions gouvernementales est de faire rentrer le chant des musiques classiques de faire une taxe sur le chant des musiques classiques pour financer le CNM. Parce qu'aujourd'hui, la musique classique est exonérée de la taxe sur les billetteries. Mais le problème, c'est que le secteur de la musique classique aujourd'hui est principalement financé par de l'argent public. Donc faire une taxe sur ce secteur, ça veut dire venir taxer de l'argent public pour ensuite aller derrière financer des projets privés. Donc il y a des choses à bien réfléchir là-dedans pour à la fois garantir l'indépendance et surtout pas détruire le service public derrière. Et puis du coup, dans ces institutions, on aimerait que rentrent un peu plus les représentants des salariés qui sont à peu près absents du CNC et du CNM.
Voilà. Ce qui n'est pas tellement dans l'air du temps aussi, parce qu'en fait, il n'y a pas que les artistes qui détestent, ils détestent aussi les syndicalistes. Alors les artistes syndicalistes, voilà, je vous imaginez. Je m'arrête là, merci. Alors évidemment, j'en sais rien, moi, sur les perspectives. Et puis, j'ai pas à me substituer aux luttes des travailleuses et travailleurs elles-mêmes. Juste peut-être dire que je vois au moins 3 endroits où elles peuvent se produire. D'abord, dans les luttes du secteur. Et dans son auto-organisation. Et une lutte du secteur, ça veut dire aussi une lutte qui n'adopterait pas les mots de l'adversaire et l'autodénigrement de l'adversaire, et qui en même temps se permettrait d'être aussi autocritique par rapport à ses impasses, par rapport à ses angles morts. Et on voit bien que c'est un secteur qui n'est pas complètement unifié, c'est aussi un secteur qui est soumis à des rapports de force. Et par exemple, le rapport de force féministe, depuis quelques années, produit des effets extrêmement importants et loin d'être achevé, par exemple, dans le spectacle vivant. Donc d'abord une lutte de secteur et une lutte du secteur. Et puis, me semble-t-il aussi des alliances à plus large échelle. Ce qui se vit aujourd'hui comme attaque sur la liberté d'expression et les libertés de création, ce sont des attaques que, par exemple, le monde universitaire a connues grâce à Frédéric Vidal sous le précédent quinquennat de Macron, avec la chasse aux islamo-gauchistes, donc la chasse aux recherches qui entendaient se défaire des inclinaisons racistes, sexistes, homophobes, et qui tentaient d'ouvrir des nouveaux corpus et des nouvelles méthodologies. Et on a vu comme ça le gouvernement se dresser. Donc on a vécu ça, et il y a des alliances possibles entre le monde de la recherche, le monde artistique et plus largement le monde militant. La dissolution des soulèvements de la terre par le gouvernement au nom de l'écoterrorisme dit quelque chose autour des libertés fondamentales. Je ne reviens pas sur la répression scandaleuse des révoltes des quartiers populaires il y a quelques semaines. Donc deuxième chose, un système et un jeu d'alliances plus large que le seul secteur culturel, pour faire valoir que ce qui se joue vaut pour au-delà que le monde culturel. Et puis la troisième chose, si on veut mener une bagarre culturelle, et la bataille est pour l'hégémonie qui est archi urgente et archi nécessaire, me semble-t-il, il faut redonner une consistance stratégique à l'art dans nos projets d'émancipation. Et je trouve que nous sommes à cet endroit très très en retard. Ça fait des années qu'on ne fait plus ou peu le travail parce qu'on est dans des résistances immédiates ou dans des réactivités, qu'on ne maîtrise pas l'agenda, mais il y a une dimension stratégique à l'art dans nos projets, dans nos processus d'émancipation. Je ne reviens pas sur la question du service public, mais il y a quelque chose à penser de la différence entre le service public et le service étatique. Ça n'est pas la même chose, avec tous les problèmes qu'on connaît aujourd'hui de privatisation de l'argent public. Comme tu l'as dit, sur la question de conquérir des nouveaux droits sociaux, quelque chose se joue autour du travail dans le domaine de l'art qui peut être un ferment de pensée, encore une fois avec toutes les contradictions et sans à aucun moment idéaliser ce qu'est l'art, mais de voir ce qu'il pourrait être en puissance et pourquoi il est important dans nos luttes. La troisième chose, c'est, et j'en cite que quelques exemples et je m'arrête sur les 2 derniers, l'art et la culture vont de pair avec la récupération du temps et la libération du temps, et c'est une chose absolument déterminante. Mais la libération du temps, on a vu par exemple que la réduction du temps de travail ne s'est pas fait bien souvent au profit d'un temps libéré, mais au contraire d'un temps réaliéné par l'industrie du divertissement, par le commerce, etc. Et donc là, ça nous pose des véritables questions importantes pour une nouvelle société. Et puis la dernière chose, c'est imaginer, espérer, inventer des vies qui ne soient pas soumises uniquement à la loi de la valeur capitaliste. Merci beaucoup. Difficile de conclure après ça, mais juste pour quelques mots suite à cet échange, je retiens un certain nombre de notions qui nous sont chères à la France insoumise. Alors, il y avait plein d'éléments qui ont été un peu assez admirablement synthétisés à ma gauche, mais sur la perspective d'une loi cinéma, donc à votre disposition pour en parler. Vous le savez, j'ai mis un premier pavé dans la mare en déposant une proposition de loi sur le cinéma, sur l'encadrement du prix de la place de cinéma, qui était volontairement un pavé dans la mare, en fait un triple pavé dans la mare, puisqu'il s'agissait à la fois de poser la question de cette envolée du prix de certaines places de cinéma, mais en fait qui n'est pas qu'un facteur, alors certainement pas lié d'ailleurs à l'inflation, mais à une certaine vision qui est en train de se développer de la sortie cinéma comme une sortie exceptionnelle, luxueuse, dans laquelle vous allez avoir accès à des technologies assez faramineuses, etc. Mais peut-être que si vous êtes une famille un peu populaire, etc., un peu précaire, ça va être votre sortie de l'année, quoi. C'est super, on a fait une super sortie à 80 balles pour la famille, avec le popcorn.
Et voilà, et le cinéma, enfin en tout cas ma conviction, c'est que le cinéma c'est tout autre chose. Le cinéma c'est quelque chose dans lequel on tombe. Quand on aime le cinéma, c'est une addiction, quoi. Et la force du cinéma, c'est qu'on y va une fois voir un film qu'on avait envie de voir, et puis qu'on voit des bandes annonces et qu'on a envie de voir un autre film qui n'avait rien à voir avec ce qu'on avait envie de voir au départ, et puis que finalement la salle, on s'y sent bien, on l'aime bien, puis on aime bien une autre salle aussi à laquelle on va souvent, qu'on voit des amis la semaine prochaine, pourquoi pas leur proposer d'aller au cinéma, et que finalement ça devient quelque chose qui fait partie de notre vie, et je crois que c'est un enjeu aussi, si on veut redonner toute leur place aux arts et à la culture, qu'ils ne soient pas cantonnés dans cette espèce de cage dorée, de la place à 20 €, avec je sais pas quoi, de la 4e dimension, mais qu'en même temps, il demeure aussi cet espace collectif. Tu as évoqué les séries, qui ouvrent plein de perspectives sociales passionnantes aussi, cet essor de la série. Mais on l'a vu aussi au moment du confinement, la question du comment est-ce qu'on revit des expériences esthétiques collectives, comment l'art reste, redevient, est un cadre d'existence collective. Alors sans justement aller jusqu'à dire c'est la même chose que la démocratie. Non, c'est pas la même chose qu'un conseil de quartier, c'est pas la même chose, mais c'est un espace collectif où il se joue quelque chose de politique aussi, que d'aller ensemble. Et donc j'ai jeté ce pavé dans la mare. Je pense que ce n'est pas une loi transpartisane. Ça ne plaît pas à tout le monde dans le monde du cinéma. Il y a des gros exploitants de salles qui ne sont pas du tout d'accord avec cette idée-là. Mais dedans, j'ai introduit aussi cette idée de renforcer le CNC, de lui donner à la fois un rôle de contrôle au médiateur du cinéma, et aussi de renforcer ses moyens, et aussi de repenser le partage de la valeur, parce que, comme tu le dis, dans cette industrie culturelle, il y a les exploitants, les producteurs, les cinéastes, enfin, les ayants droit, les auteurs, les distributeurs, et que ce partage-là a été assez entravé ces dernières années. En tout cas, c'est au plaisir d'en discuter avec vous. J'alerte sur le fait que cette question de la proposition de loi transpartisane et cette question d'essayer de piéger les autres, on est dans un moment où on a une Macronie qui dit beaucoup on va faire du transpartisan. Il y a Yael Braun-Pivet à que ça à la bouche, et qui en fait derrière est dans une offensive incroyable pour ne jamais rien laisser passer, jamais aucun amendement qui ne vienne pas de chez elle, et même écraser ce qui vient de chez elle. Et donc, j'ai un doute là-dessus. Mais en tout cas, je suis à disposition. Et après, plus largement, pas que sur la question du cinéma, qui est effectivement une question très intéressante, parce qu'il y a cette confrontation à l'industrie, mais plus généralement, et d'ailleurs c'est l'intitulé, je voulais le retrouver, l'intitulé exact de notre livret thématique, qui s'appelle « Art et culture pour un service public du progrès humain ». Oui, je pense que si on veut desserrer cet étau entre la marchandisation néolibérale, la mainmise, le désir d'ingérence, y compris politique et étatique, remettre au goût du jour la question d'un service public des arts et de la culture, mais alors en repensant bien aussi ce qu'on entend par service public, quoi. Service public, c'est pas le truc, le pansement, quoi. Le service public, c'est l'espace de quelque chose qui se crée collectivement, d'une redistribution collective des richesses, d'une gestion collective aussi, et je crois que c'était un peu ce que tu ouvrais aussi, Joris, comme perspective, en disant, à un moment, c'est quoi notre identification, les structures du service public, et comment elles s'identifient comme un service public, comment est-ce qu'elles fonctionnent ensemble aussi, et là il y a une vigilance aussi, comment ça ne devient pas retransformé, parce qu'ils sont en train de faire ça par exemple pour l'audiovisuel public. Oui, on va donner une cohérence à tout ça, on va faire une holding. Voilà, finalement c'est leur projet de holding est un peu en train de se casser la gueule quand même, mais attention, parce que effectivement tout ce qui est créer des convergences et tout, ils sont très très forts aussi pour employer le vocabulaire de la convergence, là où en réalité il s'agit purement et simplement de transformer ça de faire basculer ce qui était de l'ordre de la diversité, de la vitalité d'un service public en une espèce déjà de logique en fait managériale et d'entreprise. Donc je pense qu'il faudra être très très vigilant là-dessus. Puis quand on parle de service public à la France Insoumise, on a l'habitude de parler de la question des usagers du service public et de leur place là-dedans. Et je pense qu'on ne pourra pas faire l'économie de ça et qu'il ne le faut pas, parce que c'est aussi ce dont les arts ont besoin, en fait, qui est cette appropriation collective et ce sentiment collectif que les arts, ils nous appartiennent, c'est un bien commun, et un bien commun fondamental à notre émancipation. Bon, il y aurait 1000 autres choses à dire.
On a, je ne sais pas combien de temps on nous laisse, vu qu'on avait du retard, vu qu'il pleut. On va prendre des excuses qu'on peut. On peut prendre quelques questions. Ultra rapides les questions, s'il vous plaît. Aïe, aïe, aïe. Oui, d'accord. Oui, pour qu'on puisse faire en sorte qu'il y ait le plus de monde qui puisse poser des questions, on propose d'aller directement à la question et les contextes, etc. On s'en passera cette fois-ci, sauf s'ils sont ultra nécessaires pour la compréhension de la question. Arbitrairement ici. Ça marche. Juste, je précise que je suis Emmanuelle Gourvitch et que je suis présidente du SINAVI, Syndicat national des arts vivants, qui est le syndicat des compagnies et lieux indépendants. Peu importe. Voilà. Je ne savais pas que tu étais là. Non, mais merci beaucoup. Je suis contente d'être là. Évidemment, c'est un peu frustrant parce qu'il y a plein de choses sur lesquelles on pourrait discuter. J'espère qu'on arrivera à prendre un temps, et peut-être même un temps assez collectif pour parler de tout ça. C'est très important. La question du travail est importante chez nous, et peut-être qu'une façon aussi de le penser, c'est de penser pas la question de l'artiste, mais de l'équipe artistique. C'est-à-dire que quand on sait le nombre de personnes qu'il y a sur un plateau de cinéma, c'est compliqué d'aller voir Woody Allen. On va voir, c'est vraiment un travail extrêmement collectif, et quand le TNG se fait sucrer une subvention qui est nécessaire, c'est l'ensemble du TNG. Certes, c'est sur une prise de parole de son directeur, qui est aussi un artiste, mais c'est bien ça. Je voudrais juste attirer l'attention sur un truc qui s'appelle le CER, que vous connaissez. Nous rappelons J'arrive. qu'il n'est pas autorisé de se garer sur les bas-côtés de la route qui amène aux amphis. Pendant 3 jours, on a eu des alertes canicules, et là, je me disais, au moins, on aura vu ça. Qui amène aux amphis, sous peine que les véhicules soient retirés. Nous demandons aux propriétaires des véhicules qui se sont garés sur les bas-côtés de la route qui mène aux amphis de bien vouloir retirer leurs véhicules. On leur propose d'aller se garer à Bourg-les-Valences ou à Valence. Nous rappelons qu'il y a des navettes qui viennent sur site et qui ramènent ensuite à Bourg-les-Valences. Les navettes passent toutes les 20 minutes. Les véhicules peuvent être retirés et non, nous ne pourrons rien faire. Je rappelle qu'il est strictement interdit de se garer sur les bas-côtés de la route qui mène aux amphis. Nous demandons et nous conseillons fortement aux propriétaires des véhicules qui se sont garés sur les bas-côtés de la route qui mène aux amphis d'aller se garer à Bourg-les-Valences ou à Valence ou des navettes passent toutes les 20 minutes et vous mèneront jusqu'aux amphis et vous ramèneront jusqu'à vos véhicules. Et nous vous souhaitons une journée et... C'était une performance, j'espère que vous avez apprécié. Voilà. Beaucoup. Donc, alors j'ai juste besoin de... Je ne suis pas garée sur un bas-côté, donc je vais pouvoir finir ma phrase. Il y a le contrat d'engagement républicain qui est joint aujourd'hui aux subventions. Contrat d'engagement républicain est un outil qui est extrêmement dangereux, et on a en ce moment des gens qui reviennent vers nous et des compagnies qui reviennent vers nous qui, au motif du contrat d'engagement républicain, risquent de ne plus être subventionnés. Ça fait partie des questions qui ont été exposées tout à l'heure sur la liberté d'expression et sur une offensive très très générale, notamment en direction des subventions, parce que le service public n'est pas le seul acteur de la culture. Il y a tout le système associatif, il y a toutes les compagnies qui se reconnaissent d'intérêt général, qui ne relèvent pas du service public stricto sensus, mais qui font partie d'un écosystème dans lequel il y a un travail à faire collectivement. Ce contrat d'engagement républicain, je pense qu'il va falloir qu'on s'en saisisse dans l'automne. On a vu l'article du Monde sur le plateau de Mille Vaches. Il se passe la même chose pour des compagnies en ce moment. C'est extrêmement inquiétant. Voilà. Merci beaucoup. Je fais une question ici, 2 questions là, et on reviendra ensuite pour le prochain tour par ici. Oui, je suis régisseur dans le cinéma
Et moi, je me posais une question très... Je suis régisseur pour le cinéma. Je me posais une question très simple et très directe par rapport à ce qui va arriver par la suite en tant qu'ouvrier au service des artistes. Est-ce qu'il va falloir s'attendre à lutter contre le détricotage de l'intermittence, ou va-t-il falloir lutter contre la suppression pure et simple de l'intermittence, selon vous? Merci beaucoup de la confusion. Je pense que c'est dans les cartons depuis un moment. On ne sait pas le jour exact où ça va tomber. Oui, bonjour, Georges Bollon, Festival du court-métrage de Clermont-Ferrand. Moi, sur la question du service public, je pense qu'il faudrait bien préciser les choses, parce que j'ai vu, parce que je suis militant aussi FI en même temps, et pendant la campagne présidentielle et la campagne législative, j'ai vu aussi que quand on annonçait ça, quand on mettait ça en avant, il y a un certain nombre de structures qui prenaient peur, en se disant on va se retrouver avec un truc d'État style Union soviétique et compagnie. Donc il faut bien préciser les choses par rapport à ça. Et par ailleurs, juste aussi une proposition que dans le programme de l'AFI, on mette bien en avant l'indépendance artistique des structures culturelles. Hein. C'est-à-dire que, argent public, contrôle de l'argent public, ça c'est normal, mais l'indépendance artistique, c'est fondamental. Parce que l'instrumentalisation des structures, elle se fait aussi en particulier à gauche. Hein. Enfin, je veux dire à gauche, entre guillemets. C'est-à-dire, je pense au Parti Socialiste, et je pense en particulier à la ville de Clermont-Ferrand par rapport à ça, puisque le Festival du Court, c'est la seule structure importante, indépendante à Clermont, qui est vraiment indépendante. Hein. Voilà, c'est tout. Juste une remarque. Merci. Bonjour, je suis une représentante de l'enseignement artistique spécialisé, catégorie B de la fonction publique. Je voulais attirer votre attention sur le fait qu'on nous bassine en ce moment, depuis une quinzaine d'années, sur l'enseignement artistique et culturel à l'école. Et que nous, on n'est pas du tout d'accord avec ça. On y souffre énormément et en plus, on fait de la M en 5 lettres, commençant par M. Les élèves en retirent pas grand-chose. C'est extrêmement mal organisé, on a très peu de moyens, on travaille dans des conditions épouvantables. Et bien sûr, au détriment des heures qu'on aurait pu donner au conservatoire, dans de très bonnes conditions, à des élèves très motivés, qu'il faudrait simplement, pour contrebalancer le fait que l'enseignement artistique à l'école, dans les conditions où on les fait à l'heure actuelle, je pense que l'argent qu'on y met, on pourrait le donner en bourse aux enfants qui auraient vraiment envie de faire de la musique dans d'excellentes conditions, et ce serait bien meilleur comme résultat. On fait une première séquence de réponses et on voit si on a le temps pour ensuite... Je pense qu'on aura... Attends, Martin. Martin, je pense vraiment qu'on n'aura pas le temps. Attends. Parce que là, 11h40, il nous chasse au bout d'un moment. Donc, on continuera les discussions à côté après. Donc il vaut mieux, voilà. Donc s'il y avait peut-être eu encore une ou deux... Parce que là, il y a eu des remarques, pas forcément que des questions. S'il y avait une ou deux questions, vraiment questions peut-être. Dans ce cas-là, question. Je l'ai traduit en question. L'éducation populaire est la valorisation des pratiques artistiques amateurs comme construction de sa propre identité. Peut-elle être une piste pour se construire une culture populaire, voire recréer des infrastructures populaires à l'image des maisons du peuple et du mouvement ouvrier? Très clair. Okay. Est-ce qu'on en a une toute dernière vraie question directe? Je voulais juste faire une rectification. C'est pas enseignement artistique et culturel, c'est éducation artistique et culturelle. Voilà, c'est ça qui nous mine dans l'enseignement artistique. Je plus sois évidemment sur l'enseignement artistique spécialisé dont il ne faut pas dévoyer les missions et qu'il faut soutenir massivement. Et c'est ça qui forme pas les artistes d'ailleurs professionnels et également les artistes amateurs par la suite. Mais à la base, je voulais juste essayer d'apporter une réponse sur le régime des intermittents et son éventuel détricotage ou suppression. En réalité, on n'en sait rien aujourd'hui. Moi, je crois quand même relativement peu à la suppression d'un régime sur lequel toute une économie est basée. Par contre, son détricotage progressif, il est assez probable. S'il n'arrive pas maintenant, il arrivera plus tard. Et on a quand même loupé le coche en 2019 et en 2021
en laissant passer 2 réformes de l'assurance chômage qui ont créé une différence énorme entre des régimes de travailleurs qui pourtant ont des fois des pratiques un petit peu similaires. C'est-à-dire qu'on a allumé le régime des intérimaires qui n'existe plus et détruit le niveau de l'assurance chômage des travailleurs qui ont des emplois discontinus, qui aujourd'hui ont des calculs qui sont à des niveaux incroyables. Donc aujourd'hui, il y a un écart qui rend très très difficile le fait de défendre ces spécificités. Donc on va devoir voir ce que va donner la négociation. On ne sait pas aujourd'hui s'il y aura même une négociation spécifique au régime des intermittents. Nous, on l'espère. On va essayer de la provoquer parce que c'est quand même plus facile de discuter avec les employeurs de notre secteur que directement avec le MEDEF. Si elle arrive, elle sera ensuite soumise à la négociation globale et ensuite au gouvernement qui est le dernier à arbitrer, qui peut dire non, en fait vos négos chômage elles ne respectent pas notre lettre de cadrage, donc on s'en fout, on fait passer notre texte. Donc il y a encore énormément d'inconnus, mais dans tous les cas, il faut être prêt à la bataille. En réalité, on devrait même se battre maintenant parce que c'est la pression sociale sur les négociations qui permet à tous les stades la victoire. C'est ce qui a permis la grande victoire en 2016 pour nous, qui a rétabli un régime calculé sur 1 an, et beaucoup plus de stabilité, une meilleure... Simplement, on a un recul relatif de la précarité dans nos métiers, et c'est parce qu'il y avait une forte mobilisation derrière la négociation que ça a été possible. Merci. Peut-être passez-vous. Non, mais juste encore une fois sur cette question du statut, je dirais en étant très pragmatique à court terme, dans le contexte dans lequel on est, oui, il y aura sans doute des combats à mener pour que dans ces négociations, il n'y ait pas encore de la casse. Pas parce que les employeurs de notre secteur le favoriseront, mais parce que le contexte a été donné, un contexte d'économie à réaliser. Après, si je sors du champ du réel et de l'actualité, et si je me place dans celui des perspectives à ouvrir, là c'est vraiment à titre personnel et pas dans une réflexion propre à notre syndicat qu'est le Syndeac, mais je pense que nous devons commencer à réfléchir à des modèles de statut de l'artiste plus que d'un statut de chômeur, et que derrière cette question du statut de l'artiste se poserait autrement aussi la question du travail, de la pérennité du travail, de l'implantation des équipes artistiques sur les territoires, de la liberté d'action aussi et de concentrer son action sur un territoire en sortant de la précarisation permanente et de la fragmentation de l'emploi permanent. En tout cas, dans le champ du spectacle vivant, je pense qu'il y a un enjeu à creuser ces questions-là, comme la question du revenu minimum de vie peut se poser d'une manière plus large, mais en tout cas, elle se pose, à mon avis, aussi comme une solution possible à créer un autre modèle de l'implantation de la pratique artistique et de la création en France. Et juste sur la question des pratiques amateurs, de leur valorisation dans une prolongation, ça serait très long d'évoquer ce sujet-là. Moi, j'ai plutôt tendance à penser que la valorisation des pratiques amateurs est réelle déjà. Elle est déjà très active. Et je rejoins ce qui était énoncé tout à l'heure sur le fait qu'on a un principe de démocratisation culturelle qui a plutôt très bien fonctionné. Et d'ailleurs, la preuve, ce qui en atteste, c'est que de génération après génération, on a un nombre d'actifs dans la culture qui est toujours plus important. C'est bien qu'à un moment donné, une pratique de démocratisation culturelle a porté ses fruits et a suscité du désir dans des générations pour en faire un métier. Donc là-dessus, je ne sais pas si c'est une clé importante. Par contre, la question de ne pas penser en marge de ce qu'on nomme un peu rapidement les institutions culturelles, la construction d'autres pratiques qui, elles, seraient celles des citoyens, des habitants, des pratiques autonomes, le développement d'une pratique de tiers-lieu, doit, à mon avis, venir assez vite se recroiser avec la question de la réinvention aussi de l'institution culturelle, parce qu'on n'a rien à gagner à construire des modèles alternatifs. On doit pouvoir observer ce qu'il y a d'intéressant dans ces initiatives
en dehors de l'institution, mais l'institution doit pouvoir aussi évoluer pour que les citoyennes, les citoyens se sentent représentés par l'institution. Et on a un grand problème de ce côté-là en France, mais pas que dans la culture. On a un problème d'absence de reconnaissance des gens dans les institutions qui sont censées les représenter. Je voudrais juste rajouter quelque chose que j'ai oublié de dire tout à l'heure sur les grands chantiers que la SRF espère lancer, sur lesquels on a déjà beaucoup travaillé et qui recoupent un certain nombre de soucis exprimés, qui viennent d'être exprimés. C'est que nous, on a une très grande inquiétude sur la génération des jeunes cinéastes, des 20-30 ans, qui n'est pas ma génération. Et on constate qu'il y a vraiment, de façon absolument inédite, il y a une paupérisation de cette génération. C'est-à-dire que là où il y a 20 ans, on pouvait progresser petit à petit, comme le disait Justine Triet, en gagnant un petit peu d'argent avec des courts-métrages, avec un premier film, en touchant des droits d'auteur grâce à la télévision, en bénéficiant du régime d'intermittence. Peu à peu, on arrivait à construire une carrière. Et construire une carrière au sens artistique, pas au sens ambitieux du terme. Ça prend une quinzaine d'années. Ce qui était possible il y a une vingtaine d'années l'est de moins en moins. Et à un tel point d'ailleurs que cette thématique de paupérisation absolue des jeunes auteurs, elle n'est pas propre à la France. En fait, peut-être que vous êtes au courant, mais aux États-Unis, il y a une grève assez inédite des acteurs et des auteurs, justement sur ce thème de la paupérisation, alors qui est très lié à la question des plateformes. Parce qu'en fait, l'arrivée des plateformes qui paraît si miraculeuse dans nos vies de divertissement est en fait une catastrophe en termes de droits d'auteur, de rémunération du travail, de reconnaissance des jeunes cinéastes, etc. Et que, par exemple, aux États-Unis, les auteurs ont vu leurs revenus diminuer de 40% depuis l'arrivée des plateformes. Voilà, pour vous dire un tout petit peu la dégradation. C'est énorme, le chiffre est très énorme. Et que vraiment, nous, un de nos chantiers, c'est vraiment d'œuvrer beaucoup pour que tout simplement, dans 20 ans, il y ait encore des jeunes cinéastes en France. Voilà, le jeune cinéaste peut tout à fait disparaître du paysage français si on n'y prend pas garde. Merci. Je vais être très rapide sur la question de l'éducation populaire, qui est une question effectivement très importante. D'ailleurs, la responsabilité de la gauche gouvernementale dans la destruction de l'éducation populaire est flagrante tout au long des années 80, avec la fermeture des MJC, etc. Bon, moi, je crois que et ce qui est intéressant dans la question de l'éducation populaire, c'est qu'elle est liée à un projet de société alternative. Et donc, ça tient beaucoup aussi au mouvement de gauche à réactiver ces choses-là. Ça n'empêche pas un investissement et la demande d'un investissement fort dans l'éducation populaire. Mais peut-être juste dire que, me semble-t-il, on chante l'Inter, c'est bien. Alors je vais me taire sur l'Inter, mais juste terminer en disant que, me semble-t-il, la chose ne peut pas être exclusive et qu'il faut absolument se battre pour que la question de l'éducation populaire redevienne une question importante, défendue, active pour le plus grand nombre, mais qu'elle n'est pas exclusive de la question de l'art, qu'elle n'est pas exclusive de la question des droits culturels, etc. Et on joue trop aujourd'hui sur des jeux d'opposition où on aurait la solution miracle, et c'est précisément dans la coexistence, mais dans une offensive pour leur coexistence, que quelque chose est politiquement possible, je crois. Merci beaucoup. Juste une réaction en 2 mots. Je trouve que les interventions faisaient bien écho à ce qu'on se disait, un travail à poursuivre sur la question du service public, de qu'est-ce qu'on entend par là. Est-ce que c'est que service public? Est-ce que c'est de la sphère publique, mais où il y a la dimension associative, il y a d'autres structures aussi, en tout cas certainement pas un service public comme étant un service étatique, ça je crois que c'est absolument fondamental. La question aussi de la façon dont on confie aux artistes, en réalité, après avoir cassé l'éducation nationale, on va dire à des personnes qui savent, et des artistes qui savent enseigner en conservatoire, on va leur dire viens pallier la casse de l'éducation nationale qu'on a fait et enseigner dans des conditions qui ne te permettent pas, en fait, toi, d'appliquer ce que tu as appris, ce que tu sais enseigner, ce qui n'est pas du tout la même chose que, par exemple, de développer des pratiques culturelles et artistiques à l'école, en étant formé pour, en ayant eu envie de le faire, en ayant eu un parcours, en ayant peut-être aussi
travailler sur les questions d'éducation populaire. Et je crois que là, effectivement, ce que tu disais sur le mélange des genres, qui est en fait une spécialité du néolibéralisme d'ailleurs, c'est vous cassez tout, vous cassez les métiers, vous cassez les statuts, vous cassez les différences, vous faites plus que des projets, puis après vous mettez n'importe qui sur les projets. Et ça, c'est quand même une belle machine à faire des économies et une belle machine à rendre les gens fous et à ce qu'ils se bouffent entre eux. Et à ce qu'ils finissent par dire, parce que là, c'est quand même la phrase qui est sortie, c'est l'éducation artistique et culturelle, c'est nul. J'ai très bien compris ce que ça voulait dire, mais évidemment qu'on est pour qu'il y ait une éducation artistique et culturelle, simplement qu'elle soit faite de façon réfléchie par des gens qui veulent le faire et dans des conditions qui les respectent et qui respectent les élèves. Et je note aussi, et d'ailleurs, il a été question de grève un peu tard, mais quand on parlait des perspectives, peut-être qu'aussi il faut qu'on arrive à se ressaisir de cette question de la grève dans les secteurs artistiques et culturels, qui ont bien le droit de s'en saisir et qui peut-être pourraient davantage le faire. Et en tout cas, je crois que, on ne réglera pas la question là, mais peut-être aux prochaines amphis, je lance une piste, la question du statut des travailleurs de l'art, des artistes-auteurs et de leur rémunération, du régime de l'intermittence. Je ne pense pas qu'il sera remis en cause tel quel, mais quand vous cassez systématiquement l'assurance chômage, c'est écrit d'avance, c'est-à-dire que l'assurance chômage va tellement devenir... Ça va tellement être atroce pour les gens qu'à un moment, il suffira de se tourner à côté pour voir l'intermittence pour dire mais comment ça se fait qu'eux, ils ont encore des droits, quoi. Donc c'est ça qui va se passer. Bon. Mais là, je pense qu'il y a des réflexions vraiment de fond à mener et je pense qu'il y a des contradictions possibles entre la question de la cotisation, du régime, à laquelle on peut tenir aussi, la question d'un statut des artistes-auteurs, qui serait encore peut-être autre chose, une sécurité sociale professionnelle des artistes-auteurs. Et je crois que là, moi, de ce que j'ai compris des échanges que j'ai eus, on n'était pas encore... le projet n'est pas encore tout cuit, quoi, mais c'est des débats passionnants, parce que ce sont des débats qui touchent à la question de la valeur de l'art, de la valeur du travail, mais aussi de la valorisation à la qualification et à la personne plutôt qu'au métier. Donc, ça touche aussi plein de questions qui sont soulevées plus largement sur la question du travail. Merci à toutes et tous pour votre participation. Et puis, on peut s'applaudir en effet. Et on se donne rendez-vous au plus tard l'année prochaine aux amphis pour de nouveaux débats culture. Mais évidemment, dans le cadre du livret culture, vous pouvez nous faire signe. Et évidemment, pour les amis des différents syndicats qui étaient présents là, je suis à disposition qu'on échange les contacts et qu'on continue à discuter. Merci beaucoup.